Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Alexandre Herbinet. Ça fait super longtemps qu'on voulait faire quelque chose ensemble. Tout d'abord, comment vas-tu? Bah, ça va, Chris. Comme tu l'as dit, ça fait très longtemps et je suis ravi d'être sur ta chaîne Fight Minds parce que je me régale avec toutes vos vidéos. Donc, c'est un gros plaisir, Chris. Et aujourd'hui, on va se régaler d'autant plus parce qu'on a un sujet fascinant à aborder. On en parlait en off et je pense qu'on aurait pu faire un podcast en off avant de commencer celui-ci. On va parler de la plainte, le recours collectif qu'il y a contre l'UFC et qui pourrait tout changer, absolument tout changer, que ce soit pour l'UFC ou le MMA. Donc, on va peut-être faire une petite précision avant de commencer. Ni toi ni moi ne sommes avocats. Donc, pour avoir bien préparé le podcast, on a pas mal de notes. Donc, vous étonnez pas si on décide de lire plutôt que d'échanger, parce qu'on préférait avoir un côté un peu lecture avec une précision d'information plutôt que faire des erreurs. D'ailleurs, si on fait des erreurs, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et moi, je ferai un commentaire en tout premier avec potentiellement les rectifications si nécessaire. On est bon? C'est la nature du sujet hein, qui veut ça. On est, comme tu dis, on n'est pas avocat pour le coup. On n'est pas spécialiste du juridique. Donc, il vaut mieux lire et pas dire de bêtises. Mais en tout cas, c'est un des sujets ouais, du moment. Moi, je trouve que aujourd'hui, depuis que cette info est sortie, pour moi, c'est le sujet numéro un dont on devrait parler dans les médias MMA parce que ça peut avoir des grosses conséquences. Mhm. Avec le changement de règles, d'ailleurs, il y a eu aussi un changement dans les règles unifiées. Ça c'est des choses dont on devrait un peu plus parler aussi. Mais c'est un sujet qui est essentiel et c'est bien d'en parler. Je trouve c'est cool de se faire cette vidéo ensemble, Chris. Et alors, pour motiver les gens à continuer à regarder la vidéo, moi qui déteste tout ce qui touche au légal, je me suis régalé en me renseignant sur, Pareil. sur cette affaire. J'en ai parlé ce matin à ma femme, elle était ultra passionnée par le truc, donc j'espère qu'on va pouvoir vous donner ça également. Et en plus, dernier point positif, c'est étant donné que ni toi ni moi ne sommes doués là-dedans, ou en tout cas avons fait des études dans le milieu légal ou juridique, eh ben, on va vulgariser un maximum et on va essayer de faire en sorte que ce soit compréhensible par tout le monde, parce que si on l'a compris, à mon avis, ça veut dire que tout le monde peut le comprendre. C'est Donc, clair. en gros, on va faire un peu l'historique chronologique de la manière la plus factuelle que possible, et puis on va garder nos opinions, nos préférences sur la fin du podcast. Donc ici, pour introduire, en gros, en 2014, en décembre 2014, il y a un groupe d'anciens combattants UFC, incluant, je vais dire deux gros noms, hein, John Fitch et Kung Lee, qui ont déposé une plainte contre l'UFC. Ils les accusent de violer la section 2 du Sherman Act. C'est une section dans laquelle on interdit de monopoliser ou tenter de monopoliser un marché. Alors moi, j'avais pris une note assez intéressante. Il n'y a rien qui interdit d'avoir le monopole sur un marché, ce qui me semble logique en fait, parce que si tu sors une entreprise sur un secteur et que tu es le seul, automatiquement, tu as le monopole. On ne peut pas t'interdire ça. Par contre, c'est interdit de l'obtenir de manière intentionnelle et ou d'en abuser. Et c'est là-dedans qu'on se situe du côté C'est de l'UFC. c'est ça et précision. T'as raison de dire ça et c'est aussi interdit. Une fois que tu as ton monopole, même si tu l'as pas eu intentionnellement, c'est interdit d'utiliser des méthodes pour le garder, pour le maintenir, et ça va notamment jouer parce que les rachats d'organisations telles le Ouais. WEC, Strikeforce ou Pride va jouer dans des méthodes qu'ils ont utilisées pour maintenir ce monopole et l'agrandir même. C'est ça joue évidemment contre eux dans toute cette affaire. Donc, la plainte aujourd'hui est communément appelée Antitrust Lawsuit Against the UFC. C'est donc une plainte qui pourrait se traduire en français. Donc, c'est une plainte contre l'UFC sur le droit à la concurrence. On en a parlé hier. Ils sont attaqués sur deux choses, le monopole et le monopsole. Toi comme moi, on savait pas ce qu'était le monopsole, donc je te laisse faire une petite définition sur les deux, même si d'un point de vue juridique, c'est pas perçu de la même manière. C'est ça, on avait le monopole, on n'avait pas le monopsone. Et pour préciser exactement, d'ailleurs, j'ai vu, c'est marrant, mais l'intitulé exact du procès devant la cour du Nevada, c'est Kung Lee versus Zuffa LLC, puisque c'est aux États-Unis, tu as toujours un nom qui Ouais. représente l'affaire, et donc c'est Kung Lee qui représente, puisqu'il fait partie des cinq, d'un des cinq qui avait lancé le mouvement collectif en 2014. Et précision, moi, que j'avais vu hier soir aussi, que je trouve intéressante, rien, de, en décembre 2020, le juge disait déjà on va vers ça, on va vers la certification de l'action collective, et ça a mis 2 ans et demi avant qu'il agisse là-dessus. Donc tu vois, Mhm. c'est quand même des procédures très longues et on pourra en avoir encore pour quelques temps avec ce procès-là. Donc pour revenir sur ce que tu nous disais, le monopole, tout le monde connaît à peu près, c'est une seule entreprise qui est le seul fournisseur d'un bien ou d'un service sur le marché. Voilà, on est une seule entreprise et c'est nous qui vendons le seul
produit sur un tel marché spécifique. Donc il a bien sûr un contrôle sur les prix et le contrôle du marché. Et le monopsone, qu'on avait beaucoup moins, Chris, parce qu'on n'est pas des spécialistes, c'est une situation qui est inverse, en fait, où il y a un seul acheteur pour un produit ou un service, et ça donne à cet acheteur un poids considérable parce que pour imposer ses conditions de prix. Et là, donc dans l'affaire qui nous intéresse, l'UFC, dans ces cas-là, elle est acheteur de la force de frappe des combattants, c'est-à-dire de la capacité des combattants à combattre. Et comme c'est eux qui sont dans cette situation de monopole sur les MMA, et ben c'est eux qui fixent leur prix par rapport à ces gens qui vendent leur capacité de combat. Donc, t'as pas les mêmes définitions, mais une entreprise qui a une situation dominante au point d'avoir monopole et monopsone, c'est là où ça devient la complication, puisqu'elle fixe totalement les prix sur le marché et qu'elle peut dicter sa loi sur ce marché-là. Donc, la précision importante, on considère qu'une entreprise est dans cette situation de contrôle total du marché s'il y a au moins 50% des parts du marché, et on sait depuis quelques années déjà que l'UFC représente minimum 90% du chiffre d'affaires généré par le MMA. Moi, je disais que même les plus gros adversaires de l'UFC, adversaires entre guillemets, mais le Bellator, le WSOF devenu PFL, combinés, n'ont jamais atteint plus de 9% du marché depuis le moment qu'ils ont lancé cette procédure. Donc l'UFC est au minimum à 90-95% de domination. C'est là où ça pose un problème. C'est quoi les accusations concrètes? C'est ça sur quoi on voulait partir aussi, Chris. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? C'est ça. Donc, en fait, le fait d'avoir le contrôle sur les prix du marché et autant de parts du marché sur le MMA, ça permet plus concrètement à l'UFC d'utiliser des méthodes peu éthiques, surtout par rapport au côté humain. Donc là, ce qui est réellement reproché à l'UFC, alors je sais que reprocher n'est pas le bon mot puisque là on est dans le cadre juridique, c'est vraiment ce qu'on on les attaque dessus, c'est de payer les athlètes bien en dessous de la valeur d'un marché qui serait concurrentiel. Et ça, c'est très important par rapport aux potentielles amendes. On va y revenir plus tard. Bloquer les athlètes dans des contrats exclusifs à long terme. Donc ça, évidemment, c'est classique. On sait très bien que quand un athlète signe à l'UFC, il peut pas combattre en dehors. Il y a des rares exceptions où on fait des combats de grappling alors qu'on est sous contrat à l'UFC, mais pas de combat MMA en tout cas. Mais tu vas voir, on va en reparler tout à l'heure, mais c'est marrant parce que ce point-là, de la non-concurrence, de la non-copromotion, par exemple, moi, je pensais que c'était un truc basique de marché, mais le juge, dans les 80 pages, l'utilise vachement aussi pour un peu fracasser l'UFC, dans le sens où, en fait, c'est très marrant, ils expliquent que le concurrent n'a pas moyen de développer une de ses stars et d'en faire devenir une superstar parce que il ne peut pas affronter les stars de l'UFC et que ça bloque le marché et que ça permet pas à la promotion concurrente de développer des stars qui permettent à cette promotion de concurrencer l'UFC. Donc tu vois, j'ai été hyper étonné à lire ça en fait, parce que ça veut dire qu'ils insinuent que l'impossibilité de faire une non-copromotion et donc des athlètes de pouvoir fighter à l'UFC mais aussi ailleurs pendant leur contrat, c'est un problème en fait pour eux. Et c'est bien, en soi, c'est un argument qui tient vraiment la route, je trouve. Et pour revenir là-dessus, parce que tu disais, ça a mis 2 ans et demi à être certifié. Donc le recours collectif a mis 2 ans et demi à être officialisé. C'est parce que le juge devait écrire ces 80 pages. Et je pense, toi qui as parcouru quasi la totalité des 80 pages, il y a une raison derrière ça, c'est que c'est difficile à rédiger et il faut trouver le bon angle à chaque fois pour justifier et expliquer en quoi on voit que l'UFC est le seul acteur du marché en quelque sorte. Donc le point suivant, c'est utiliser des méthodes non éthiques pour étendre la durée d'un contrat, notamment en le prolongeant par coup de 6 mois en cas de blessure, de raison personnelle ou autre. Moi, j'en ai fait les frais en dehors de l'UFC parce que je pense qu'il y a beaucoup de petites promotions qui en fait ont copié les méthodes de l'UFC et ça aussi c'est problématique forcément. Et c'est clair que voilà, si tu annules un combat pour blessure ou pour raison personnelle ou si tu dis que tu n'es pas disponible à cette date avant même de signer un combat, alors là, je le dis pas avec certitude parce que j'ai jamais eu de combattant à l'UFC, mais ils peuvent simplement prolonger ou freeze plutôt, on dit en anglais, bloquer ton contrat pendant 6 mois, mais ce qui étend la date de fin 6 mois plus tard. Et bon, si tu le fais 3 fois, tu es bloqué 1 an et demi supplémentaire dans le contrat. Je te la referai tout à l'heure, mais ils ont dans les 80 pages, il y a un moment où ils égrènent la liste de toutes les clauses utilisées par l'UFC dans leur contrat pour maintenir les gars. C'est un festival. C'est un festival de toutes les clauses possibles et inimaginables. Et en effet, il y a même une précision. Le juge dit texto que l'UFC, en plus, le problème, c'est que, comme tu dis, Chris, les autres promotions
imitent les méthodes de l'UFC. Et le juge précise bien, c'est pas parce que les autres promotions imitent que ces méthodes sont voilà, légal Évidemment, bien sûr. et Bien justifié, sûr. en tout cas plus que légal, justifié. Et il le précise bien en disant, n'utilisez pas cet argument en disant, mais voyez, tout le monde nous copie, c'est qu'on doit être dans le vrai. Non, non, vous n'êtes pas dans le vrai, même si on vous copie. Mais et en plus, ça me paraît tellement logique parce que quand tu es le numéro un du marché, tu sais que tu vas être copié parce que c'est un cas classique dans le milieu du business, c'est copie ce qui fonctionne à 500 km de chez toi, ça va fonctionner chez toi et vous allez vous partager simplement le public ciblé. Donc en soi, être un mauvais exemple ne justifie en rien tes méthodes. Donc le reproche suivant, c'est encore une fois utiliser des méthodes non éthiques pour re-signer les combattants. Donc ici, la précision, c'est avant la fin du contrat, quand il reste un ou deux combats, c'est classique pour l'UFC de renégocier un nouveau contrat pour écraser le courant, évidemment dans le but d'y gagner et de laisser le moins de levier de négociation possible à l'athlète ou à son manager. Donc ils utilisent des méthodes non éthiques pour re-signer les combattants en les menaçant menaçant, c'est peut-être un mot fort, mais en tout cas en leur proposant des combats non favorables, en leur proposant des combats qui sont mal placés sur la carte. On pense notamment à Chris Weidman qui revient ce week-end en carte préliminaire alors que c'est quand même un ancien champion, ou en empêchant un title shot même si le combattant le méritait. Et c'est marrant parce que ça fait penser à plein de situations. Pour prendre un exemple français, alors je ne sais pas si c'est le cas, hein, donc là je spécule, mais je me rappelle avoir entendu Guillaume Pelletier dire qu'ils avaient refusé de renégocier avec l'UFC avant le combat contre Bonfim. Et je suis en train de me dire, mais Bonfim, c'était un combat qui n'était pas favorable pour Benoît Saint-Denis. Et donc, je me demande si c'était pas ce système-là où l'UFC avait proposé Bonfim à Benoît Saint-Denis en disant « Ah, tu veux pas signer maintenant? Bah tiens, un combat non favorable. » Finalement, Benoît Saint-Denis, il l'a quand même accepté. Il l'a gagné. Ils ont renégocié. Et là, ils ont bien joué le coup. Mais encore une fois, c'était pas vraiment éthique de la part de l'UFC. Et Ah Benoît si. Saint-Denis ferait partie des exceptions si c'était ça la stratégie derrière la tête de l'UFC. En tout cas, En on tout, lit. et quand tu lis les pages du juge, si les méthodes sont toujours les mêmes aujourd'hui, t'as aucun doute sur le fait que ça faisait partie de la stratégie. Ouais. Ben voilà. Parce que c'est comme, alors, tout simplement parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est rien contre Benoît ou contre quoi, c'est comme ça qu'il fonctionne avec tout le monde si tu lis le compte rendu du juge a priori. Ouais, c'est un truc de fou. En fait, maintenant, tu es en train de me motiver à aller lire les 80 pages. Je m'étais dit, non, j'ai pas le temps, Chris et tout, tu peux pas faire ça. Mais je pense que ce week-end, je vais me plonger dedans. Alors, je t'ai dit, je les ai pas terminés exactement, mais il y a plein de fois. Alors, il y a plein de fois où c'est chiant, où tu vas lire Bien sûr. tu vas lire des lignes très chiantes et puis il y a des moments où tu vas te faire, tes yeux vont s'ouvrir d'un coup et tu dis quoi? Et t'as plein de petits détails très marrants tu parlais aussi sur les contrats, par exemple, on a des témoignages dans les 80 pages aussi, Ouais. la reproduction des témoignages des plaignants, dont John Fitch qui explique précisément dans son cas à lui comment un combat a été repoussé de mois en mois et avec des adversaires qu'on lui proposait qui étaient vraiment pas au niveau où ce qu'il fallait, jusqu'à ce qu'il re-signe son contrat. Donc il parle il devait combattre en janvier et puis il signe pas son nouveau contrat, c'est repoussé. Finalement, il signe en mai et il a son combat pour début juin. Donc il explique précisément comment ça se passe et comment on se retrouve et que lui dit à ce moment-là, moi ça fait des mois que j'ai pas combattu, j'ai besoin de combattre pour vivre puisque si je combats pas, j'ai pas de salaire. Et en fait, vous êtes totalement esclave, entre guillemets, c'est un mot fort, mais esclave de l'UFC sur quand vous allez pouvoir gagner votre croûte. Et là, c'est vrai que c'est compliqué devant la justice de justifier ça va être assez compliqué pour l'UFC. Allez, pour en avoir fait les frais, parce que j'ai eu plusieurs de mes combattants qui ont été, bon, encore une fois, pas à l'UFC, mais dans des promotions qui imitent l'UFC. Quand tu es dans un contrat d'exclusivité, c'est très compliqué parce que tu peux pas toi-même choisir ton combat. Donc si tu dis, moi j'envoyais de temps en temps des messages au matchmaker en disant, ben voilà, Brian il est disponible pour combattre. Ben là on est en août. Je disais, ah ben voilà, vous avez un événement le 14 octobre, on aimerait combattre dessus. Si le gars te répond pas, eh ben tu combats pas. Et tu peux pas aller voir ailleurs parce que tu as signé quelque chose d'exclusif. Alors de temps en temps, j'arrivais à négocier des combats entre. Je vais prendre un exemple positif parce que en fait, j'ai pas envie de balancer négativement sur des promotions, mais positivement, j'ai aucun problème. Le TKO, donc l'organisation canadienne où Taylor Lapillus a été champion, celle par laquelle Cyril Gane est passé aussi avant d'arriver à l'UFC. Eux, par exemple, j'avais Grit en contrat d'exclusivité chez eux, mais j'avais une fois envoyé un message en disant bon ben voilà, vous n'avez pas d'événement avant 4 mois, 5 mois, est-ce que Grid peut combattre à mon événement? Et ils avaient accepté. Donc ça, c'était sympa. De temps en temps, dans la négociation, tu peux quand même, avec certaines promotions, trouver
une chouette ouverture. Bref, J'en profite, ouais, excuse-moi Chris, mais comme tu as cité Taylor Lapillus, j'en profite, je saute sur l'occasion. Tu vas-y. disais, cette classe, cette action collective, elle concerne tous ceux, les combattants entre décembre 2010 et juin 2017. C'est ça. Mais la précision importante, c'est tous les combattants citoyens ou résidents américains Mhm. ou qui ont combattu aux États-Unis pendant cette période. Ouais. Donc, dans la période dont on parle, ce qui est marrant quand tu regardes bien, les superstars et immensément riches, Conor McGregor ou Ronda Rousey, sont dans l'action collective automatiquement, puisque ce qu'a certifié le juge, ça fait que tous les combattants sont automatiquement mis dedans. Ils n'ont aucune démarche à faire. D'ailleurs, il y a des avocats qui précisaient, c'était marrant sur Twitter, aux combattants, ne vous faites pas arnaquer. N'allez pas répondre à des mecs qui vous disent je peux te donner, paye-moi $1000 et je te mettrai dans le procès. Vous y êtes automatiquement. Et tous ceux qui ont été rajoutés n'auront pas à témoigner. Les seuls qui auront à témoigner devant la justice, c'est les 5 plaignants de base. Tous les autres, ils ont juste à être dans leur canapé et à regarder ça. Donc Rousey et McGregor sont concernés. Par contre, pas Taylor Lapillus ni Michael Lebou, qui eux n'ont combattu qu'en Europe à l'UFC. Un Cheikh Congo, à l'inverse, le français, lui, est concerné, puisqu'il a combattu aux États-Unis et qui vivait, d'ailleurs, il était résident américain, même s'il n'était pas américain. Donc voilà, vous voyez, ça concerne pas tout le monde et c'est selon ce que vous avez fait. Donc un Taylor Lapillus de sa première époque UFC, qui est dans cette timing-là, n'est pas concerné par cette action collective, malheureusement pour lui, parce que ça aurait fait lui faire un petit billet dans quelques années. Mais on en parlera plus tard. C'est vrai qu'il y a le recours collectif des 2 dates que tu as citées, donc décembre 2010 à juin 2017. Mais il y a aussi quelque chose qui tourne en parallèle, qui prend les événements jusqu'à maintenant. Et donc là, l'UFC Paris, ça va pas être considéré dedans, mais il faudra aller chercher un petit combat aux États-Unis pour être automatiquement dedans. Donc dernière accusation concrète, c'est forcément d'acheter des promotions concurrentielles et de les fermer pour étouffer le marché et garder la dominance dessus. Donc tu as cité les 3 plus gros exemples, je pense historiquement. Évidemment, le Pride en numéro 1, le Strikeforce et le WEC sont d'autres exemples d'organisations qui ont été rachetées par l'UFC et dont l'UFC n'en a rien fait à part récupérer quelques athlètes et encore une fois récupérer des athlètes dans des contrats bien ficelés, bien bloqués pour maintenir cette dominance. Donc voici ce qui est accusé envers l'UFC. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les axes de défense actuellement? Enfin, en tout cas, ceux qu'on a récupérés, je pense qu'ils cachent certains axes de défense, mais ceux qu'on a pu récupérer jusqu'à présent de l'UFC. Alors, l'idée, c'est bien sûr de dire qu'il n'y a pas eu de tactique malveillante, d'intention de monopoliser le marché, c'est que les autres organisations donc utilisent les mêmes types de contrats, donc qui sont juste dans ce que se fait tout le monde. Mais on le précisait tout à l'heure, le juge dit tout de suite, c'est pas pour ça que c'est que c'est bien ce que vous faites de le faire ça. Et ils disent aussi, c'est important ça, que ils sont meilleurs pour promouvoir des événements de MMA, qu'ils attirent davantage les fans et les meilleurs combattants chez eux. Très important, le juge le précise, c'est écrit noir sur blanc quand on lit le truc, ce que j'avais pas lu dans les articles concernant, mais c'est écrit noir sur blanc. Il dit, je cite, l'UFC n'a pas de magic sauce. Ils n'ont aucune formule magique. Ils font aussi bien que les autres. Et le juge le dit, c'est écrit noir sur blanc, Chris. Ils ne sont pas meilleurs pour promouvoir, ils ne sont pas meilleurs pour mettre les athlètes en avant. Et le juge dit bien, leur seule raison de ce monopole, c'est pas d'être meilleurs que les autres, c'est juste qu'ils ont un stranglehold, donc ils ont tellement la main sur le marché qui contrôlent tout. Mais le juge le dit bien, ce n'est pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres. Donc cet argument de défense, en tout cas aux yeux du juge, s'écroule très vite. Non recevable. Exactement. Et deuxième acte de défense, même si le pourcentage des primes par rapport au chiffre d'affaires stagne, la valeur absolue augmente, puisque le chiffre d'affaires, on le sait, a augmenté ces dernières années, a dépassé le milliard sur une année pour l'UFC. Donc, ils apportent beaucoup de positifs, puisqu'au final, le chiffre grandit pour les athlètes. Le chiffre de ce qu'est donné aux athlètes, au final, total, il grandit. Donc, on voit qu'il y a des axes de défense, mais perso, je les trouve un peu brinque-ballant. Je sais pas ce que t'en dis, Chris, on en parlera après, on donnera nos avis, mais c'est pas brinque-ballant, mais en tout cas, il y a des arguments contre leurs axes de défense, c'est clair. Chris, on voulait aussi expliquer pourquoi cette plainte qui est au départ de 5 anciens athlètes, je rappelle, Kong Lee, Nathan Quarry, John Fitch, Brandon Vera, Luis Vasquez, Kill Kingsbury, ils étaient 6 à la base à être vraiment à la base de ça. Comment ça se transforme en recours collectif en fait? En fait, tout simplement, d'autres combattants se sont ajoutés et sont venus dans la plainte. Et à partir d'un moment, ça s'est
automatiquement quasi transformé en recours collectif. Et donc pour définir ce qu'est un recours collectif, c'est tout simple, hein. C'est vraiment une plainte par un petit groupe de personnes qui représente un groupe plus large considéré par la plainte. Donc là, évidemment, les 6 combattants que tu as cités, ils ont été autant touchés que d'autres combattants qui ont combattu au même moment que eux à l'UFC. Et donc automatiquement, ben, eux représentent un plus large groupe de personnes et donc c'est un recours collectif. Et ce que tu disais, donc on va peut-être le repréciser, il y a une période qui est visée sur cette plainte qui va de décembre 2010 à juin 2017 et donc on en parlait en off, on va peut-être préciser un peu l'échange qu'on a eu. Ça nous paraissait bizarre, ça peut paraître logique évidemment qu'on définisse une date de début et une date de fin, parce que je crois que c'est plus facile pour les avocats et pour le tribunal de gérer quelque chose sur une période donnée. Mais forcément, les méthodes n'ont pas changé en juin 2017. Donc, il y a un peu un truc en parallèle qui va de juin 2017 à aujourd'hui. Euh, et C'est donc ça. ici, on va arriver sur les risques financiers et non financiers que l'UFC court. Donc, pendant cette période de presque 7 ans, il est estimé que l'UFC aurait payé leurs athlètes entre 811 millions et 1,6 milliard de dollars de plus s'ils avaient été dans un marché concurrentiel. Donc là, ce qu'il est C'est ça. important de comprendre, Mm. c'est que on estime que si l'UFC n'avait pas utilisé des méthodes pour garder le monopole et qu'on avait été dans un marché concurrentiel au niveau du MMA, c'est C'est ce l'organisation de l'UFC aurait dû mieux payer les combattants à hauteur de 800 millions jusqu'à 1,6 milliard. c'est ce qu'ils auraient payé en plus C'est ce qu'ils auraient payé dans un en marché, plus. voilà, dans un marché Voilà. concurrentiel normal par rapport à ce qu'ils ont payé déjà. Alors, on n'a pas les détails, enfin, moi, j'ai pas trouvé les détails des calculs. Je sais pas comment ils estiment, voilà, s'il y avait deux autres grosses organisations, l'UFC aurait dû mieux payer leurs athlètes pour les conserver chez eux, à raison de X% en plus que ce qu'ils les ont payés. Et donc, ce pourcentage fois le nombre de combats qui ont eu lieu aux États-Unis ou par des Américains en dehors des États-Unis, ça aurait représenté telle somme. Bref, on Ouais, va pas rentrer je, là-dedans, pareil, j'ai mais pas trouvé hein, le détail du calcul, je l'ai pas trouvé pour le coup, et c'est pas précisé dans enfin en tout cas dans les pages que j'ai lues moi, c'est pas précisé le rendu juridique. Après, voilà, juste pour préciser, parce que ça j'ai trouvé, ce sont les experts des plaignants. Donc j'imagine les avocats des plaignants ont fait appel à des experts du marché et ils ont fait leurs estimations qui tombent dans ces sommes-là. Donc le recours collectif représente 1214 combattants. Et donc comme tu l'as dit, ce sont tous ceux qui ont combattu durant la période visée aux États-Unis ou bien les combattants avec une carte d'identité américaine qui ont combattu éventuellement ailleurs. Et précision, comme je disais, c'est automatique et vous pouvez Voilà. en sortir. C'est-à-dire qu'un combattant, s'il veut pas être dans ces recours collectifs, il veut pas être dans cette action contre l'UFC. Ce qui peut être le cas si vous êtes toujours à l'UFC, que vous avez peur un peu pour votre, enfin, c'est possible hein, de se dire Bien bon bah sûr. moi je veux pas rentrer dans ce procès-là contre eux parce que je suis tranquille chez eux, je fais ma vie de combattant. Donc vous pouvez vous enlever du procès, mais il faut que ce soit une démarche personnelle. Vous devez vous de vous-même vous enlever. Si vous faites rien, vous serez automatiquement dans le procès, s'il y a procès après l'appel, on en parlera, l'UFC peut tenter d'éviter le procès. Et c'est ça. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est et quel sera l'état d'esprit de l'UFC par rapport à ça? Parce que je pense que s'ils rentrent dans le procès dans le but de le gagner et rien devoir payer, ils vont clairement mettre pression sur les combattants sur lesquels ils ont encore un certain pouvoir en leur disant ben, sors de ce truc. Sinon, on te propose plus de combat ou enfin voilà, on te bloque encore plus. Donc ils- ils vont aller encore plus loin dans ce qui leur est reproché, connaissant l'UFC. Mais bon, ça c'est évidemment de la spéculation. Donc forcément, les combattants, ben, c'est évidemment dans leur intérêt financier de rester dedans parce que automatiquement ils n'ont rien besoin de faire et ils pourraient percevoir une assez grosse somme d'argent si les plaignants gagnent ce cas. Alors, on va aller plus loin. Euh, les conséquences financières peuvent être triplées. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? C'est ça, c'est-à-dire dans le cadre d'un procès antitrust, ce qu'ils appellent là-bas, enfin, sur le fait d'avoir le monopole anti-concurrence, on va dire, les dommages et intérêts peuvent être triplés s'ils sont condamnés enfin, s'ils sont coupables et condamnés. Donc l'UFC, s'ils n'ont pas d'accord à l'amiable, c'est pas de 811 à 1,6 milliard de dollars qui devrait, c'est de
2,4 à 4,8 milliards de dollars. Donc on pourrait avoir sur une amende finale de 4,8 milliards de dollars, ce qui est quand même énorme, même si on sait qu'aujourd'hui l'UFC est détenu par une société qui s'appelle Endeavor, qui est un géant du marketing sportif et de l'entertainment aux États-Unis, qui a les moyens de payer 4 milliards de dollars. Ça paraît terrible à dire, mais ils peuvent payer ça. Ça leur ferait un petit coup, parce qu'on ne paye pas 4 milliards sans se prendre un petit coup, mais ils peuvent payer ça. Mais ouais. Désolé de te couper, je viens de penser à ça, mais je pense que l'UFC avait été racheté en 2016 à 4 milliards pile poil. Donc c'est la valeur de l'UFC, c'est la valeur que l'UFC avait en 2016. Donc exactement ça, Chris. Oui. Voilà, c'est incroyable. Exactement ça. Et puis tu l'avais dit tout à l'heure, donc c'est quand même bien de le dire, c'est qu'il y a une deuxième recours collectif qui est notamment lancé par CB Dolloway et qui est lancé donc par les mêmes avocats, notamment un avocat qui s'appelle Eric Kramer, qui sont les mêmes avocats qui sont les avocats de Kung Lee et John Fitch sur le recours collectif dont on parle depuis le début de sa vidéo. Et cette deuxième action collective qui a été lancée en 2021, elle commence le 30 juin 2017, pile à la date de la fin de la première cour collective, ce qui est normal puisque c'est les mêmes avocats, donc ils sont malins, et elle irait jusqu'au temps présent. Donc vu qu'elle a été lancée plus tard et que la procédure est longue, elle n'est pas au même niveau, mais le temps qu'on arrive sur la première procédure à un procès ou quelque chose, si de l'autre côté ça avance, le but des avocats, en fait, si j'ai bien compris, puisque j'ai lu des sorties sur les réseaux sociaux de cet avocat dont je parle, c'est d'associer bien sûr les deux. Et qu'à la fin de la fin, l'UFC, en fait, doivent tout, depuis 2010, s'ils sont coupables en tout cas, jusqu'au temps présent. Là, ça change aussi la donne, parce que si tout ça est triplé, on parle plus de 4 milliards 8. Je sais même pas de combien on parle au final. Si ça va jusqu'au temps présent, peut-être qu'on est à 10 milliards. Même peut-être plus, parce qu'en soi, comme je te disais en off, le calcul que tu fais sur ce que l'UFC aurait dû payer en plus dans un marché concurrentiel, cette somme augmente parce que ce que tu ne payais pas dans un marché concurrentiel en 2010, c'est beaucoup plus bas qu'en 2023, puisque le marché augmente. On en a parlé tout à l'heure. L'UFC a plus que 90% des parts. L'année passée, l'UFC a fait un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard, ce qui n'était pas le cas en 2010. J'ai pas le chiffre d'affaires de l'UFC en 2010, mais j'imagine que c'est des dizaines de millions. On était loin de ça. Oui, on était voilà, loin de ça. Donc le marché a fait x10 probablement sur 10 ans. Mais donc, ce manque à gagner, j'ai envie d'appeler pour les combattants, il augmente avec le marché. Si tu as fait x10 sur le marché, les sommes calculées en 2010, ça va être x10 par rapport aux sommes calculées en 2023, puisque proportionnellement, la paye des combattants par rapport au chiffre d'affaires de l'UFC n'a pas augmenté. C'est un truc de fou. Et puis on peut se dire quand même, parce qu'on en parlait tout à l'heure, que certains combattants qui sont toujours aujourd'hui à l'UFC pourraient être incités à se dire bon, je vais pas aller en procès avec mon employeur parce que ça peut avoir des conséquences. Mais la plupart des gens concernés en tout cas sur cette première période, ils ne sont plus combattants à l'UFC. Hein. Donc moi, j'en vois, à mon avis, il n'y en aura pas beaucoup qui vont se retirer d'eux-mêmes de ce procès-là, sans aucune raison, alors qu'ils peuvent potentiellement, si ça sourit, toucher une somme à la fin de l'histoire. Donc je pense que sur les 1200, il y en aura une bonne pelletée qui seront toujours concernés si ça va en procès. Hein. Ceux qui vont se retirer, c'est probablement les Paul Felder, les Daniel Cormier, parce que ils sont des anciens combattants, mais ils sont encore payés par l'UFC pour être commentateurs. Exactement. Et je pense que par conséquent, allez, si tu as eu une mauvaise expérience en tant que combattant auprès de l'UFC, mais que tu es commentateur chez eux, c'est qu'en un sens, tu aimes bien l'organisation et tu leur veux pas spécialement de tort, d'autant plus que c'est pas dans leur intérêt que l'UFC coule, puisque du coup, il y a un de leurs tafs qui tomberait à l'eau. Bien sûr. J'ai pas fait exprès cool et tomber à l'eau. C'est vraiment pas fait exprès, mais c'est voilà. C'est pour ça que je voulais être sur Fight Mind. C'est avant tout pour les calembours. Merci pour ta transparence. Non, et donc c'est l'idéal, bien sûr, en fait, pour l'UFC, ça reste le règlement à l'amiable. Alors, en plus, c'est marrant parce que quand on se réalise, tu sais que l'UFC, donc Endeavor, a aussi racheté la WWE, le mastodonte du catch professionnel. Et je pense que tu as lu, c'est qu'il y a beaucoup de rumeurs qu'il y aurait bientôt dans les tuyaux une fusion entre les deux. C'est-à-dire pas dans les faits. Rassurez-vous tous, nos auditeurs, l'UFC ne se transformera pas en catch et inversement. Il y aura toujours les deux entités qui feront ce qu'elles savent faire depuis des années très bien. Sauf que la maison mère pourrait être commune en fait, enfin vraiment commune. Au-delà d'une même propriété, ils pourraient merger ça dans quelque chose qui s'appellerait KO ou je sais plus quoi. J'ai lu des rumeurs même de nom déjà, donc c'est assez profond là-dessus. Et la WWE est dans le même cas
dans le catch professionnel. Ils ont racheté des concurrents pour les faire fermer. C'est eux la grande, ils ont 95% des parts de marché également. Donc c'est marrant, mais cette entité pourrait avoir une double procès et choses à payer pour Monopole et Monopsone. Donc on se retrouve dans une situation qui est lourde pour Endeavor parce que les deux mastodontes sont concernés par ça. Mais donc ce que je lis beaucoup moi quand dans les heures où je me suis intéressé là-dessus, c'est que les actionnaires d'Endeavor et donc de l'UFC derrière aujourd'hui auront sans doute tendance à pousser pour un règlement à l'amiable. Parce qu'ils savent, quand on lit ce que les 80 pages du juge, moi je peux te dire, Chris, je sais que tu me feras confiance là-dessus, mais même, j'ai pas lu toutes les pages, mais le juge, Boulware, donc le juge s'appelle son nom c'est Boulware, il défonce l'UFC. Je vais parler crûment. Dans les 80 pages de ce dossier, chaque fois qu'il parle de tout ce que je vous ai dit là, quand ils disent c'est pas eux les meilleurs promoteurs, c'est pas parce qu'ils... Les mots sont très durs. Les mots sont durs, assez violents, assez clairs sur ce que pense le juge. Et le juge, ça va pas dans la faveur de l'UFC, ce qu'il pense. C'est même marrant pour le clin d'œil, tu vas aimer. Il y a un moment, il parle de méthode coercitive ruthless, donc sans pitié. Et j'ai trouvé que le clin d'œil était sympa pour ruthless l'été où Robbie Lawler a pris sa retraite. Voilà. C'est pas mal. Mais c'est intéressant parce que je crois. Alors là, je dis ça vraiment. Prenez ça avec des pincettes, sauf si tu peux le confirmer. Mais c'est le genre de cas où il n'y a pas de jury. C'est correct. Hein, c'est le juge qui est la seule personne qui décide pour l'instant. Case. Pour l'instant. Mais le procès final, c'est un jury du Nevada qui va gérer ça. Ok. Ah, donc, ça c'est intéressant parce que ça a commencé à Denver, si je dis pas de bêtises, et maintenant c'est passé à Las Vegas. Hein, c'est passé sur la juridiction d'où dépendait Zuffa et d'où dépendait donc l'accusé, et ce sera un jury fédéral de Las Vegas qui décidera s'il y a procès, puisque on sait qu'il y a un appel aussi qui pourrait changer les choses, mais le procès serait devant un jury à Las Vegas. Et alors ici aussi, je suis pas sûr parce que c'est très important évidemment comme donnée. Alors je vais peut-être juste faire une parenthèse. Il n'y a pas que sur l'aspect financier qui sont attaqués. Ils sont aussi attaqués sur les méthodes forcément, et le tribunal et les plaignants cherchent à ce que l'UFC change leur méthode de travail pour justement par rapport à toutes les accusations sur les contrats que j'avais fait tout à l'heure. L'exclusivité sur le long terme, les méthodes non éthiques pour les prolonger, etc. Ils doivent revoir leur business model. En fait, c'est le plus important, sans doute, dans les conséquences de cette action collective. L'amende, je l'ai dit, Endeavor a les reins très solides. Plusieurs milliards, ça leur ferait mal. Ça leur ferait très mal quand même, parce que mais ils sont capables. Par contre, s'ils ont ce qu'ils appellent l'injonctif, je sais plus quoi, c'est-à-dire l'injonction tribunal qui leur dirait vous êtes obligés de changer ces méthodes. Et tous ces contrats, toutes ces clauses que vous avez dans vos contrats, c'est terminé, les gars, c'est fini la fête. Et vous allez devoir adapter vos contrats pour maintenir les athlètes, que les athlètes récupèrent en fait la mainmise sur leur carrière. Notamment, très marrant, mais on comprend dans toutes les pages du rendu ce que réclament les plaignants, ce que réclament John Finch, Kungli et tout ça à la base, c'est que les contrats soient d'1 an ou 2 maximum. Sans extension automatique, et ensuite on renégocie. Ça change la donne, Chris. Enfin, tu le sais mieux que moi. Francis, il a mis 5 ans à sortir de son contrat. Ned Diaz, il a mis 6 ans à sortir de son contrat. Merci d'en parler, parce que c'est vraiment un gros exemple, ça. C'est l'exemple. Les deux disent, alors on les croit ou pas, les deux disent que dans leur combat de boxe contre respectivement Tyson Fury et Jake Paul, ils auront gagné plus que dans toute leur carrière UFC, ce qui correspond à 14 combats pour Francis, 27 pour Ned Diaz. Si tout ça est vrai, ça change, c'est un game changer le fait qu'ils aient plus. S'ils arrivent à obtenir 1 an ou 2, parce que qu'est-ce qui se passe? Toutes les stars pourront négocier avec ailleurs, pourront dire attendez, moi on me propose beaucoup plus ailleurs, au PFL ou je sais pas, le One se développe, ils veulent me proposer des choses. On pourrait même dire 2 stars qui veulent s'affronter et puis l'UFC veut pas le faire. Ils freinent, je sais pas, telle ou telle raison. Et ils disent mais nous dans 6 mois on n'a plus de contrat, on va aller. Attends Coco, moi je vais aller. Viens, on s'arrange même tous les deux et on part tous les deux au PFL faire ce combat-là. Ça change absolument la donne de ce marché et de la mainmise possible du. Donc plus que l'amende ils s'en foutent. Hein. Ça, l'injonction à changer leur contrat, là ça devient problématique pour eux. Surtout aujourd'hui, parce que tu aurais dit ça il y a 1 an et demi, tu aurais dit ils vont quand même garder ce truc de tous les combattants veulent aller à l'UFC. Mais quand tu entends que Cédric Doumbé, que Abdul le disent, ils gagnent 4 à 5 fois plus que ce que l'UFC leur proposait, là ça devient intéressant évidemment, parce que tu as des combattants qui, pour l'image, veulent l'UFC, mais
pour l'argent pourrait vouloir le PFL ou d'autres, qui seraient potentiellement, à mon avis, le KSW, pour prendre un exemple. Saladin, c'est clair et net qu'il gagne beaucoup plus au KSW qu'il ne gagnerait à l'UFC. Ben là, ça va complètement égaliser le marché. Et sur une vision à long terme, même sur l'image, l'UFC ne sera plus le numéro 1. Un combattant qui commence à 16 ans, il aura peut-être plus cet objectif qu'on a aujourd'hui. Je veux à tout prix aller à l'UFC. Peut-être que d'ici quelques années, ce sera en fait, moi, peu importe si je suis champion à l'UFC, au PFL ou au KSW, c'est la même parce que Mais tout peut s'équilibrer. Donc, Abdoul, dernière chose. t'as raison. Ouais. Excuse-moi, je te finis, mais Vas-y, Abdoul, vas-y. t'as raison. Moi, Abdoul, c'est un cas, je trouve, très symptomatique parce que tu sais, et je sais que c'est la même chose pour toi, que combien j'apprécie Abdoul, le combattant et même l'être humain que je connais parce qu'on s'est rencontrés via nos émissions sur RMC. Et moi, j'ai toujours dit quand je le voyais, mais son cas représente pourquoi l'UFC, pourquoi Dana White, il est dans son canapé et il se dit, moi, je suis tranquille, j'ai pas à payer plus les mecs parce qu'ils veulent tellement venir chez moi. Et je les comprends. C'est le Graal sportif ultime. C'est là où il y a les plus gros défis à faire. Et je comprends qu'Abdoul, il veuille se mesurer à ça. Mais à partir du moment où tu es presque prêt à combattre pour n'importe quoi, puisque tout ce que tu veux, c'est l'UFC, eh ben, ils sont assez tranquilles pour pas augmenter. Par contre, s'ils doivent changer leur contrat via ce procès-là, et qu'en plus, eh ben, au lieu de se dire, au lieu que les combattants disent, moi, c'est l'UFC ou rien, ils disent, moi, c'est l'UFC, mais peut-être autre chose. Je vais voir quelles sont les offres. Je vais voir quelles sont les offres que j'ai sur la. Si ça se transforme comme ça peut vite changer en fait. Moi, je pense que cette situation de monopole et de numéro 1 de l'UFC, elle est bien installée, elle est forte pour de nombreuses années encore, mais on sous-estime la possibilité que ça change assez vite, ça en C'est fait. ça, c'est ça. Ils doivent changer. En tout cas, l'UFC doit réagir maintenant. Exactement. Ouais. Parce que sinon, ils vont perdre le contrôle. Et historiquement, ils ont toujours fait les bons choix business pour garder justement cette force. Mais là, j'ai l'impression qu'ils sont en train de faire des petites mauvaises décisions. Désolé, c'est pas pour minimiser, mais Abdoul, sur l'ensemble de l'histoire de l'UFC, c'est une petite mauvaise décision. Mais si tu combines plusieurs petites mauvaises décisions, comme le cas Abdoul, tu peux vite avoir un effet boule de neige qui t'amènerait à perdre justement cette dominance et sur le long terme même à ne plus du tout être numéro 1, quoi. Et c'était pas une question de place dans le roster, parce qu'on voit que toute personne qui combat au Dana White Contender Series a un contrat cette année, donc ok. C'est un truc de fou. C'était pas une question de place dans le roster. Mais oui, c'est game changer ce truc-là. Et je pense que le règlement à l'amiable, notamment, serait assez malin par rapport à ça. Eh ben voilà, on y arrive. Donc les options de l'UFC, il y a le règlement à l'amiable. D'un point de vue financier, déjà, ça diminuerait l'amende. Mais est-ce que sur l'injonction, ils ont un vrai levier de négociation où tu sens que l'injonction, avec un juge qui est assez tranchant, elle doit venir. Parce que clairement, je pense que même avec un règlement à l'amiable, le but, c'est de faire en sorte que l'UFC n'utilise plus des méthodes pour garder un monopole et monopsone, et que on donne un droit à la concurrence et qu'on cherche à ce que l'UFC n'ait plus ses 90% de parts de marché, mais que le pourcentage diminue. Donc, si j'ai bien compris, l'injonction pourrait avoir lieu même dans un règlement à l'amiable. C'est-à-dire que les plaignants pourraient demander dans le règlement à l'amiable, mais nous, on veut que les méthodes soient changées. Par contre, tu as une meilleure marge de manœuvre. C'est-à-dire que si les plaignants disent OK, on peut négocier à l'amiable, c'est qu'au final, les sous les intéressent presque autant que le fait de faire changer les méthodes de l'UFC, tu vois. Donc, mais étant donné qu'il y a cette deuxième recours collectif dont on parlait tout à l'heure qui va jusqu'au présent et que ce sont les mêmes avocats derrière, j'ai tendance à dire que les avocats, ça c'est un feeling, c'est pas une info, mais j'ai tendance à dire que je pense que les avocats, un de leurs buts est notamment de faire changer ça. Et pas seulement d'apporter un petit chèque aux gens qui ont porté plainte, mais de faire bouger les lignes du monde du MMA. Donc, je pense qu'ils sont dans une sorte de mission un peu pour ça, ces avocats-là. Ouais, parce qu'en fait, il y a un genre de mini conflit d'intérêts en soi, parce que les 5 plaignants, ils ont de l'argent à gagner dans ce cas. Et comme ils sont plus combattants à l'UFC, en soi, ils n'ont pas d'intérêt à ce que l'UFC change leur méthode par rapport à eux. Mais d'un point de vue altruiste, évidemment, ils savent dans quel bourbier les combattants actuels se trouvent en étant signés à l'UFC. Et par altruisme, tu peux dire, OK, quitte à ce que je gagne pas cet argent, je préfère quand même que les combattants actuellement signés à l'UFC soient dans un contrat plus respectable au niveau humain. Donc c'est aussi à voir ce qu'ils choisissent. Chris, altruisme, mais aussi c'est que tu peux marquer l'histoire, parce que je sais pas si tu connais bien le milieu du football, mais l'arrêt Bosman, le truc qui change tout pour les transferts en Europe, Bosman, c'est un joueur, c'est un nom. C'est lui qui a laissé, parce que c'est son procès qui a ouvert la porte au transfert
à plus d'étrangers dans les clubs et aux possibilités que les étrangers circulent librement dans le marché des transferts, en Europe en Oh, tout cas. Donc, il pourrait laisser, tu sais, dans quelques années, si tout a changé à l'UFC à cause de ça, on pourrait se dire, vous la voyez, clause c'est Kung Lee. exactement, c'est grâce à lui et il aura laissé son nom dans l'histoire d'une certaine façon. Pas mal, pas mal, pas mal. Euh, Euh, Moi, donc, j'avais des petites précisions à t'apporter, si tu veux, dans tout ce que j'ai lu dans les pages du dossier, puisque je sais que tu t'es pas forcément fadé ça, mais qui sont assez intéressantes, je trouvais, pour le public. Déjà, mettre fin à quelques légendes. Le juge met fin à la légende, notamment. Tu sais qu'il y a toujours cette légende que l'UFC légalement doit vous proposer un nombre de combats par an. hmm, C'est faux. C'est absolument c'est ce que dit le juge. En tout cas, il y a aucune garantie de nombre de combats ou de choses. C'est unilatéral. C'est entre guillemets ce que dit le juge. C'est unilatéralement Zuffa, donc l'UFC, qui décide de quand il vous propose des combats et quand vous combattez. Ça, c'est du pillard. C'est ce que dit Dana White à ses athlètes. C'est ce qu'il répète devant les médias. Mais il y a zéro obligation légale pour ça. Ensuite, toutes waouh. les clauses qui peuvent être contenues dans les contrats UFC pour vous prolonger votre contrat plus qu'il n'en faut ou avant son terme pour que vous soyez bloqué à l'UFC. C'est une liste, c'est quand même phénoménal. Exclusivité, donc vous pouvez, clause d'exclus, vous pouvez pas combattre ailleurs. Clause de cut, vous pouvez être cut après n'importe quelle défaite. C'est noir sur blanc. Oh waouh, c'est Vous ça que je pouvez être disais, c'était cut, unilatéral de dingue. J'en parlais à ma femme ce matin, elle me unilatéral. disait, est-ce qu'un combattant peut être cut à tout moment? Et je lui ai dit oui, parce que souvent, je prends l'exemple Gaetano Pirello, on savait qu'il avait signé pour 4 combats à Oui. l'UFC, et après 2 combats, il a été cut. Et Ça appartient. Moi, j'étais pas sûr qu'elle existait exactement. Elle existe. Elle s'appelle la cut clause. Vous perdez, ils ont le droit de vous cutter unilatéralement. La clause right to match, donc une autre organisation, vous avez fini votre contrat UFC pendant 1 an. Si une autre orga comme le PFL vous offre 1 million, si l'UFC match, vous n'avez pas le droit de partir. Vous êtes ça, je savais. obligé de rester à l'UFC. La clause de Champions, qu'on connaît tous, si vous êtes champion, vous étendez votre contrat pour 1 an ou 3 combats. Si vous êtes le champion en titre et que vous avez fait votre dernier combat, c'est ce qui s'est passé avec Francis d'ailleurs sur l'année 2023. Et Francis, son manager Markel Martin, avait bien expliqué comment l'avocat avait trouvé en fait un trou dans ces contrats-là, un loophole qui leur permettait, notamment sur le timing, de dire nous, on est fini parce qu'il y a tant de temps qui s'est passé depuis la signature du contrat. C'est comme ça qu'ils s'en sont sortis, hein, Ouais, Francis. parce que de base, je me dis, t'as la clause de champion qui te prolonge de 1 an. Tu combats pas parce que tu dis que tu es blessé, bah t'es prolongé de 6 mois. Et donc eux, ils ont trouvé une faille pour dire on ne Exactement. combat pas et en plus de ça, tu peux pas prolonger, étendre le contrat. Ok, bien joué de leur Exactement. part. C'est leur faille qu'ils avaient trouvée. Et les deux dernières qui existent, c'est la clause de promotion. Donc, si tu refuses un adversaire, tu peux être étendu automatiquement ton contrat. Donc là, c'est malin aussi. Bien L'UFC, il te sûr. propose, toi, tu es dans le top 15, il te propose un mec 50e ou 100e Mhm. mondial, enfin, tu vois, qui t'intéresse pas ou qui te fait pas grandir, tu refuses, automatiquement prolongé. Et la dernière, qui est quand même assez dingue et qui ne concerne pas tous les contrats, mais qui a existé dans beaucoup de contrats, c'est la retirement clause. Là, tu vas péter un plomb, mon Chris. Ils peuvent suspendre ton contrat indéfiniment pour t'empêcher de sortir de la retraite pour combattre dans Ouais, une autre organisation. ça je savais. Ça, je la connaissais. Elle me fait péter un plomb aussi. C'est Parce que extraordinaire, même plusieurs années après. Mais ça, c'est une faille, en fait, justement, parce que c'est ça qu'à la base, je me dis, c'est tu prends ta retraite, tu sors du coup de ton contrat, 3 ans plus tard, tu reviens et tu combats ailleurs. Et donc, l'UFC a contourné ça en disant, OK, tu prends ta retraite, tu restes, en fait, dans le contrat, parce que si tu décides de sortir de ta retraite, bah, c'est que tu as trouvé une faille à notre contrat. Et bah non, cette faille, elle n'existe pas, parce que tu es obligé de revenir chez nous. C'est C'est- ouf. Donc tout ça mélangé, et il faut savoir qu'il y a des contrats qui avaient l'ensemble de ces clauses. Donc autant te dire que pour sortir de ça, fallait se lever tôt, hein. Autre chose hyper intéressante qu'on apprend dans les 80 pages, ils ont fait les calculs sur tous les plaintifs, sur tous les plaignants, et quand je dis les plaignants, là, c'est pas seulement les 5, mais tous les 1200 concernés, le temps de carrière moyen J'ai de vu tous ça. ces combattants, il est entre 31 et 41 mois, soit 5 ou 6 combats d'ailleurs. La durée moyenne du contrat d'exclusivité à l'UFC avec toutes ces clauses, c'est 36,7 mois, Soit presque toute la carrière. soit presque toute la carrière en moyenne. Donc, dans les faits, ils vous maintiennent toute la carrière avec eux. C'est quand même une dinguerie. Dedans, ils ont aussi l'extrait qui leur a servi notamment pour des petites choses qui leur ont servi à approuver leur décision de faire un recours collectif. Et le juge cite notamment, c'est très marrant, un mail de Joe Silva, L'ancien matchmaker. l'ancien top matchmaker de l'UFC, qui écrit à Dana White et Lorenzo Fertitta, et le titre de son mail, c'est We own MMA. Le MMA nous appartient. Et en fait, le juge utilise ce mail, notamment,
comme une des preuves, puisque derrière, en fait, dans tout le mail, il flambe en disant on a tout racheté, on est les numéros 1, personne ne peut nous battre. Et c'est utilisé contre eux aujourd'hui. Bien C'est-à-dire sûr. fait de flamber entre eux par mail, c'est utilisé complètement contre eux par le juge et cette cour du Nevada. Il précise aussi, tu sais, il y a toujours cette idée, parfois on dit, c'est un peu une légende urbaine, mais l'UFC, t'inquiète, ils se sont arrangés, ils ont donné un petit bonus là. Il n'avait pas eu de bonus, ce mec-là, mais on a dû lui donner un petit bonus Ouais, dans les locker le dos, tu room, vois. Voilà, bonus, ouais. dans le dos pour lui arranger ou machin. Il précise très bien les cas, et je cite entre guillemets, les cas, il y a très peu de cas pour très peu de combattants. C'est extrêmement rare. Donc ça, vous pouvez aussi enlever cette légende urbaine. Ça n'existe pas. Donc c'est des petites choses et j'ai pas fini tous les 80 pages, mais tu vois, tu picores des petites choses à droite à gauche qui sont assez, s'ils font un peu froid dans le dos parfois. Et en fait, c'est là où tu vois comment on dit ça. Tu vas peut-être mieux m'aider parce que toi, tu es dans les médias vraiment. Il gère l'information, il contrôle l'information Oui, c'est ça. de masse. Et je pense que c'est stratégique. J'avais entendu une interview de Daniel Cormier qui avait raconté qu'il avait reçu un bonus de 1 million de l'UFC suite à son combat contre Gustafsson, parce que c'était un super beau combat. Et donc apparemment, le lundi après le combat, il y a Dana White qui l'appelle en disant on a adoré ton combat, il y aura 1 million qui va tomber sur ton compte en banque. Et donc à mon avis, ça c'est un des rares cas dont tu parles. Et maintenant que Daniel Cormier travaille en tant que commentateur à l'UFC, alors là, je fais vraiment le complotiste à mort, mais je serais pas surpris que voilà, l'UFC dit si un jour tu peux dire ça publiquement, hop, on a une preuve qu'il y a vraiment ces locker room bonus, et du coup, ça alimente cette légende urbaine, et tu as l'impression que peut-être à chaque événement, ça se produit, alors que c'est pas du tout le cas. Et je pense que l'UFC est très fort pour contrôler l'information. C'est comme ça qu'on dit, Oui, contrôler, manipuler l'information. Et donc, en fait, parce que moi, le pas que je média tombe contrôle, des quoi. nues. Le média contrôle, quoi. C'est ça, mais donc pas que je tombe des nues, mais toutes ces informations-là mises l'une à côté de l'autre, c'est quand même gros. C'est quand même très gros. Et puis, moi, j'avais noté un petit dernier truc, parce que c'est énorme, ouais. J'en avais parlé avec John de Fight Minds en off. Donc, le chiffre d'affaires de l'UFC en 2022, pardon, donc l'année passée, c'est 1 milliard 140 millions. Le salaire, donc l'addition des primes combattants, c'est 146 millions. Donc, c'est 13%. La marge nette, donc ça c'est très difficile à retrouver, mais moi ce que j'ai retrouvé comme marge nette, c'est 387 millions de marge nette. Donc après les taxes. Parce que avant les taxes, c'est genre la moitié, tu vois. Ils ont genre une marge de 50%. C'est incroyable. Pour ceux qui travaillent dans le milieu de l'entreprise, tu as une entreprise qui fait 1 milliard de chiffre d'affaires et qui a une marge de 50%. Mais c'est énorme. Je suis moins spécialiste que ça de toi, mais je réalise bien que oui, c'est du bon business model, ça. Et avec John, on avait fait le simple effort. Tu doubles tous les salaires, enfin le salaire de chaque combattant. Ta somme, c'est 26% en gros de ton chiffre d'affaires, ça tombe sur 292 millions. Tu fais toujours une marge de 95 millions. Alors proportionnellement, 95 millions par rapport à un peu plus d'1 milliard, c'est un peu moins de 10%, mais ça reste beaucoup. Ça reste beaucoup. Dans le monde de l'entreprise, je suis pas un expert là-dedans, mais j'ai déjà parlé à des investisseurs. 9% de bénéfices nets, c'est énormissime. C'est énormissime. Genre, si tu trouves des business dans lesquels investir où tu vas avoir un rendement de 9%, c'est genre. Vas-y, quoi. Incroyable. C'est fonce. Et pareil, dans l'immobilier, un propriétaire qui. Alors, je sais pas si en France c'est la même chose qu'en Belgique, mais en immobilier, tu vises 3% sur la rente locative. Donc voilà, c'est pour essayer de donner des comparatifs. Donc, l'UFC aurait pu doubler en 2022 les salaires de tous les combattants. Ils auraient toujours fait une marge de près de 100 millions. C'est quand même une dinguerie. Et puis on en vient toujours au même problème, c'est-à-dire qu'on est dans le cadre du droit et du sport américain. Les ligues majeures de sport américain, NBA, NFL, MLB pour le baseball, ont toutes des players unions, ce qu'ils appellent, c'est-à-dire des syndicats de joueurs très puissants, des accords collectifs qui peuvent d'ailleurs parfois tourner à la grève quand il n'y a pas d'accord sur cet accord collectif. La boxe a le Ali Act, on ne rentrera pas dans le détail, mais pour ceux qui s'y intéressent, allez voir ce qu'est le Ali Act dans la boxe. C'est une loi qui a défini des règles dans la boxe parce que la boxe a été très touchée longtemps par d'énormes problèmes, notamment des rapports avec la mafia et l'intrusion de la mafia en boxe. Et on a vu que ces dernières années, ça n'avait pas beaucoup changé avec Daniel Kinahan et Tyson Fury et MTK. Mais
il y a eu le Ali Act qui permet d'avoir un peu légalisé des choses et structuré des choses. Le MMA, c'est l'exploitation hein, pour l'instant. Il y a Ouais. rien, il y a rien qui les protège. Et je dis ça, c'est fort comme mot, mais c'est de l'exploitation. Ils sont exploités entre guillemets ces combattants-là parce qu'ils ont pas de voix au chapitre final et on réalise en lisant ce juge que ils ont pas énormément de contrôle quand même sur leur carrière. Tu connais, je sais que tu le connais, donc moi je me suis beaucoup appuyé avant de faire cette vidéo sur les travaux d'un avocat spécialisé canadien qui s'appelle Eric McGraken, qui est allé le suivre sur Twitter parce qu'il est très bon comme source d'information sur tout ce qui est juridique autour du MMA, l'évolution des règles, l'évolution du cadre juridique autour. Et McGraken, je le cite, ces 2 points entre guillemets, c'est un tweet qu'il a fait ces derniers jours, c'est fort, donc je le cite, c'est pas mon avis, un commentaire pas là-dessus, mais il dit l'UFC a un plus grand monopsone que la mafia dans la boxe dans les pires années. Ça en dit long. C'est fort. Il a C'est un étudié le message très dossier. fort. Hein. Ouais, il a étudié le dossier très fort. Si ce qu'il sous-entend est vrai, c'est violent. Enfin, c'est très violent parce que quand on sait ce que l'influence qu'avait la mafia dans la boxe à une époque, c'est très fort comme déclaration. Je propose qu'on finisse sur cette information-là. On va peut-être donner nos opinions et préférences. Et puis, je pense qu'on a fait un très très bon tour du sujet. Donc, et attends, et précision Chris, ça m'a tellement passionné que tu me branches sur ce sujet-là que ça pourrait obliger, ce procès-là pourrait aussi obliger dans les conséquences inattendues à obliger les commissions athlétiques à divulguer les salaires. On sait que l'UFC, il pousse. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas, et on sait que l'UFC a tendance à pousser pour pas qu'ils divulguent. Bien sûr. Parce que ça les arrange. Ce procès pourrait obliger la divulgation aussi. Waouh, ok. Intéressant, très très intéressant. Alors sur les opinions, moi il y a un truc sur lequel j'ai pas rebondi, mais je voulais rebondir. Tu vois, quand l'UFC donnait le contre-argument ou en tout cas l'axe de défense, on a fait beaucoup de bien à l'industrie du MMA. Je peux pas leur donner tort là-dessus. Je crois que voilà, ici on a fort critiqué l'UFC parce que c'était le sujet qu'on aborde aujourd'hui. Il y a des belles choses aussi. Il n'y a pas que du négatif. Alors évidemment, le traitement humain, ça reste quand même le plus important. Donc les critiques qu'on a émises aujourd'hui sont, je pense, justifiées. Mais voilà, on va pas se mentir. C'est grâce à l'UFC que le MMA a autant d'envergure aujourd'hui. Maintenant, la question c'est est-ce que dans un marché concurrentiel plus sain, le MMA serait aussi plus gros ou plus petit? Difficile de répondre, mais en tout cas, factuellement, l'UFC a quand même bien bossé pour faire grandir le MMA et ça, on peut vraiment pas leur retirer. Donc, pour ce qui est de ma préférence, moi, j'avoue que je préfère que l'UFC fasse quelque chose à l'amiable, ce qui montrerait aussi un nouveau visage parce que l'UFC, on les sent très volontaires, écrasants dans leur méthode jusqu'à aujourd'hui. Et s'ils cherchent quelque chose à l'amiable, ça montre déjà une nouvelle ouverture d'esprit. J'ai peu d'espoir là-dessus, mais j'aimerais les voir justement trouver quelque chose à l'amiable. Et sur l'aspect amende financière, j'espère qu'il y en a une petite. Peut-être pas celle avec des milliards parce que ça peut faire mal justement à l'industrie du MMA au sens large, mais s'ils arrivent à négocier quelque chose symboliquement, quoi. Voilà, symboliquement, où tous les combattants reçoivent quelque chose, ça me ferait plaisir justement pour les combattants de me dire qu'il y a 1214 combattants qui soudainement vont recevoir une somme sur leur compte en banque. Ça me ferait vraiment plaisir pour eux et je trouve qu'ils le méritent parce qu'il n'y a rien à dire. On connaît les athlètes, les efforts qu'ils mettent pour leur carrière, les sacrifices qu'ils font pour leur carrière et savoir qu'aujourd'hui en fin de carrière, t'en as qui sont qui habitent dans des petits studios, dans des campagnes parce qu'ils savent pas se payer mieux. Ça fait mal au cœur. Donc j'aimerais qu'il y ait cette compensation financière, mais j'aimerais aussi que l'UFC continue à survivre. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment l'injonction. C'est le changement des méthodes, avoir des contrats plus courts qui permettraient justement à la concurrence de mieux s'exprimer et aux fans de pouvoir s'intéresser davantage à d'autres promotions également et mettre la pression à l'UFC justement. Si vous voulez rester la promotion numéro 1 en termes de qualité de combattant, si vous voulez garder 80% du top 15 de chaque division, ben vous allez devoir adapter vos méthodes sur les payes des combattants, sur les primes des combattants et pas sur des contrats non éthiques. Donc ça, ce serait ma préférence à moi. Je ne sais pas quelle est ta préférence sur cette situation. Je te suis sur plein de points, notamment on voit le travail qu'a fait l'UFC pour développer le MMA, on va jamais le renier, on leur dira toujours bravo et merci là-dessus. Et c'est pas parce qu'ils ont fait des choses qui sont éthiquement compliquées sur la gestion des carrières des athlètes qu'ils n'ont pas fait beaucoup de bien et beaucoup de travail pour le bien du MMA.
que ça aille à la fin du procès, qu'il paye une grosse amende, ça, je m'en fiche un peu. Moi, en effet, par contre, je pense que l'injonction est obligée à changer les méthodes de contrat. Aujourd'hui, c'est essentiel. Et je pense qu'en fait, on en a besoin aujourd'hui. Le MMA a en gros 30 ans. En tout cas dans sa version organisée avec des orgas comme l'UFC, c'était normal qu'il y ait un peu de côté Far West, qu'on arrive à développer un sport. Nous en France, je prends l'exemple de la France, il a été légalisé au printemps 2020, donc ça fait vraiment peu longtemps. Il faut structurer la chose et je pense que c'est un marqueur essentiel pour moi du passage de ce sport de on fait un peu le truc de notre côté de briquet de broc. Ah non, on est un des sports qui compte dans le monde. On est un des sports mainstream. On a les yeux du monde sur nous quand il y a des gros événements. Et il faut qu'on fasse les choses bien. Et on peut pas se permettre d'exploiter comme ça des athlètes qui donnent de leur sang et de leur sueur. Et on sait combien les efforts, Chris, quand on est dans ces milieux-là, combien il y a des efforts chez les combattants, plus que dans d'autres sports parfois, sur les sacrifices qu'ils font humainement comme sportivement. Et il faut un moment que ça se rééquilibre la balance. La balance ne peut pas être que du côté de l'UFC. La balance, et je pense que c'est le moment, que c'est le procès, que c'est le truc, c'est un peu, je citais tout à l'heure l'arrêt Bosman du football. Moi, j'ai un sentiment que c'est ça qui doit faire changer et que c'est ça qui va nous faire basculer dans la deuxième ère du MMA, l'ère du MMA moderne et où l'athlète a plus le contrôle et n'est pas le joujou d'une organisation, mais peut lui-même décider de ce qui est le mieux pour sa carrière. Et au final, c'est pas plus mal, moi, je trouve. Si dans quelques années, on peut se dire que, on n'est plus forcément obligé d'avoir les meilleurs à l'UFC, mais que les meilleurs vont peut-être partir pour nous offrir le combat qu'on attendait. On le voulait, ce combat à l'UFC, il sera au PFL. Et on sera tout aussi content d'aller regarder le PFL. Et on verra si, en fait, dans le public, s'il y a des gens qui aimaient le MMA, et je sais que toi et moi, on l'aime, le MMA, ou s'il y a des gens qui aimaient l'UFC, et le côté un peu, ça brille parce qu'ils faisaient bien les choses, et que c'était à la mode d'aimer l'UFC, et que c'était cool d'aimer l'UFC. On verra. Ce sera peut-être intéressant pour notre milieu, justement, comment ça tournera, ça aussi. Mais les crossovers ont toujours bien fonctionné. Moi, je trouve que si un jour tu as une promotion qui commence à vraiment prendre du terrain sur le marché en termes de qualité de combattant et que grâce à des contrats plus ouverts, tu pourrais avoir des champions contre champions, imagine l'énormité de ce genre d'événement, ce serait chouette. Moi, personnellement, c'est ce que je te disais, c'est une précision qu'on rappelle, parce qu'on en a parlé au tout début, mais c'est bien marqué, puisque après, maintenant, ils vont analyser donc il y a la possibilité pour l'UFC de faire appel. Donc, ils pourraient suspendre le fait que ce soit un recours collectif. Mais les plaignants, eux, demandent le procès le plus rapide possible, bien sûr. Ils demandent aussi, précision importante, à ce que tous les documents utilisés pour ce procès soient unsealed, donc qu'ils soient mis à la disposition du public. Parce qu'on pourrait aussi voir des choses qu'a fait l'UFC dans les coulisses qui pourraient être un peu, tu vois ce que je veux dire. Mauvais pour leur image, on va dire. Voilà, j'ai pas de précision là-dessus. Mais le point que je te disais tout à l'heure qui est important, ils vont donc regarder ce qu'ils appellent les barrières à l'entrée pour les autres organisations. C'est-à-dire que est-ce qu'il y a des barrières à l'entrée? Et dans ces barrières, il y a ce que je te disais tout à l'heure, le fait qu'il n'y ait pas de copromotion pour le juge. Donc ça dit que vous pouvez pas concurrencer l'UFC puisque vous pouvez pas faire devenir vos combattants des aussi grandes stars que le sont les stars de l'UFC, puisqu'ils peuvent pas affronter ces mecs-là. Donc philosophiquement, moi je trouve ça hyper intéressant de la part du juge de dire, en fait, le fait que vous puissiez pas affronter ces mecs-là, ça vous met un plafond de verre dans votre popularité et dans votre développement de carrière, et il faut qu'on fasse sauter ce plafond de verre. Donc ça pourrait nous donner des champ et des tournois, enfin des trucs énormes en fait. C'est peut-être quelque chose qui va nous apporter, Chris, des soirées inoubliable, nous, en tant que fans de MMA, parce qu'on aura eu des grosses promotions, quoi. Mais en fait, le seul exemple qui me vient en tête d'une superstar qui n'est pas passée par l'UFC, c'est Fedor. Et qu'est-ce qu'on demandait à l'époque de Fedor? C'est d'avoir Fedor contre Brock Lesnar, ou d'avoir Fedor contre Shane Carwin, ou d'avoir Fedor contre Velasquez. On voulait ça, et on n'a pas pu l'avoir à cause de ça. Et si on avait pu se faire? C'est-à-dire que si Fedor avait eu la possibilité contractuellement de se dire, je m'engage pas avec l'UFC parce que j'ai pas envie, mais un one-shot parce que nos contrats nous les permettent, ou un one-shot du champion UFC qui vient, moi, me rencontrer, on les aurait eu, ces combats-là. On n'aurait pas eu ces frustrations-là. Donc, si ce procès-là peut permettre ça, désolé l'UFC, mais moi je suis pour qu'il gagne. Hein. Si ça permet de changer ça et de nous apporter des choses, ça peut être cool, quoi. Et d'ailleurs, c'est ce que fait le Rising. Hein. Le Rising n'est pas trop suivi en Europe, mais c'est très agréable à voir parce que tu vois notamment des champions du Bellator qui vont aller affronter des combattants qui sont pas au Bellator dans des super fights, et c'est super chouette à voir. Écoute, et comme je disais, et pour finir, juste, excuse-moi Chris, mais comme je disais, c'est un moment qui est important, je trouve, pour le MMA de passer qui passe en mainstream aussi, qui change un peu, qui devient plus moderne et qu'il faut structurer un peu mieux. Dans le même ordre d'idée, l'avocat dont je parlais, Eric McCracken, il a aussi relayé beaucoup de choses. Tu sais, il y a une association des commissions de boxe, c'est eux qui décident notamment, elle s'appelle l'ABC, l'Association of Boxing Commissions and Combative Sports, qui
décident notamment des règles unifiées du MMA. C'est eux qui, quand ils se réunissent, ce genre de choses-là. Et le comité des athlètes de l'ABC, donc de cette association des commissions, veut notamment instaurer des règles beaucoup plus fortes sur les managers, sur la relation manager-athlète. Un cap, un taux au-delà duquel ils peuvent pas prendre un pourcentage plus que ça parce que sinon c'est de l'escroquerie. Le fait que les managers doivent passer un permis pour devenir manager, qu'on doit vérifier leur passé judiciaire et qu'ils soient clean à 100%. Si je dis pas de bêtises, il y a déjà ça au One. D'accord. Eh ben, tu vois, tu as beaucoup de choses. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, judiciairement, en fait, et autour des organisations et qui pourraient changer pas mal de choses parce que, notamment dans ce qu'ils demandent, par exemple, pour les managers, c'est que l'athlète puisse arrêter à tout moment, unilatéralement, son contrat avec un manager, si ça lui convient pas, ce qu'on lui fait. Il y a beaucoup de demandes très fortes sur la relation entre l'athlète et le manager en faveur de l'athlète, pour baisser le pouvoir du manager et lui donner moins de pouvoir. Donc on sent qu'il y a un mouvement global de reprise en main, on va dire, que l'athlète ait plus le contrôle de sa carrière. Et Chris, toi qui as plus été proche que moi des athlètes de par tes rôles en coach, je pense qu'on pourra être tous d'accord que c'est que positif si ces gens-là ont plus de contrôle sur leur carrière. Complètement positif, et c'est pour ça que moi je faisais pas de contrôle, de contrat avec mes athlètes, je faisais à la confiance. Et bon, c'est pas que j'ai été un grand manager, mais je me sentais mieux humainement de pouvoir faire ça et de me dire bon, la personne est libre de rester chez moi, et si elle part, c'est qu'elle se sentait mieux ailleurs, et je me sentais, enfin, ça me permettait de mieux me regarder dans un miroir dans ce genre de rôle. En plus de ça, je prenais vraiment des mini commissions. Dans les cas où j'en prenais, puisque c'était des mini-primes, je me sentais mal quand un combattant prenait 600 € pour un combat. J'allais pas lui demander 60 €, tu vois, j'allais pas lui demander 10% de ça. Je disais, ok, j'ai fait ça avec plaisir, ça me permet d'avoir des nouveaux contacts. En échange, je demandais juste du professionnalisme à l'athlète sur place, faire le poids, être poli avec les organisateurs, être reconnaissant. En tout cas, quand je te connaissant humainement, ça m'étonne pas que tu aies été un manager comme ça, Chris. Je ne suis pas sûr. Contrairement à ce que j'ai lu dans les 80 pages, sur ça, je ne suis pas surpris. Est-ce que tu as encore un point à ajouter, ou alors on clôture le podcast? Non, pas du tout. Aucun point à rajouter. Moi, je voulais juste en profiter. Tu le sais, Chris, comme on est dans ce podcast-là sur Fight Minds, et je suis ravi d'y aller, mais je voulais en profiter pour déjà dire qu'on confirme à ta communauté et aux suiveurs de RMC aussi Sport que tu seras avec nous sur l'UFC Paris, sur le plateau. Ce sera l'équipe, vous avez l'équipe en face, l'équipe du plateau, en tout cas pas les commentateurs, mais ceux qui seront en plateau avec Flora Moussi à la présentation pour vous faire vivre toute la soirée sur RMC Sport. Et ce sera Chris et moi. Donc, on est ravis tous les deux d'être réunis pour cette grande deuxième soirée de l'UFC à Paris. Et puis moi, je profite parce que je trouve que c'est cool de la part pour le coup de ma chaîne. L'UFC Paris, on le propose les 3 derniers combats, dont celui de Cyril Gane, dont celui de Manon Fiorot, en clair et gratuitement sur la TNT en France, sur RMC Découverte. Donc, je trouve ça plutôt cool de notre part. Donc, voilà, que tous ceux qui incroyable que vous faites ça. Vraiment incroyable. Et qui peuvent pas s'abonner ou qui ont des problèmes financiers pour ça, sache que ce sera en clair et en gratuit les 3 derniers combats. Et puis dernier point que j'en profite, allez tous voir le film sur Manon Fiorot qu'on vient de sortir sur notre chaîne YouTube parce qu'il est superbe et parce qu'elle le mérite grave. J'ai rien à ajouter, tu me fais presque bégayer, ce qui est plutôt rare. Mais donc oui, merci d'avoir annoncé. Tu m'avais gardé la surprise parce que je savais pas si on pouvait l'annoncer pendant le podcast ou non. Donc je suis super heureux de pouvoir revivre ça. En plus en binôme avec toi, ça va être génial. Donc déjà merci aussi à tous ceux qui décideront de suivre ça avec nous, parce qu'il y a d'autres options et on n'est pas l'UFC, donc on va pas vous forcer à regarder avec nous, mais voilà, sachez que sur RMC Sport, ce serait avec nous deux, et moi en tout cas, je sais que je vais kiffer cette soirée, notamment parce que je serai à tes côtés. Et puis on le sent ici, c'est extrême, enfin je vais pas dire que c'est extrêmement rare, mais le fait qu'on ait dépassé 1 heure de podcast, ça en dit long sur la symbiose entre nous. J'espère que tout le monde a ressenti la passion. Ton travail, merci pour le travail de recherche pour pouvoir éclairer tout le monde sur ce sujet qui est absolument fascinant. Une première, mais j'espère pas une dernière, parce que moi aussi j'ai kiffé. Je trouve que ça matche bien, mon Chris. Ça matche bien. Je le confirme. Merci à toi. Je te souhaite une très belle journée et je souhaite à tout le monde une excellente journée, peu importe quand vous regarderez ce podcast. Salut à tous.